Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. On se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire du menu crowdfunding, comme tout dimanche, même si vous regardez peut-être cette vidéo le lundi, mardi, mercredi ou que sais-je encore, même dans 6 mois, allez savoir pourquoi. Il y a 2-3 semaines de cela, dans le menu crowdfunding, je vous avais montré la réception de mon gros paquet de Scarface 1920 que j'attendais avec impatience, et aujourd'hui j'ai fait pire. J'ai reçu une boîte énormissime. Alors je ferai un petit effet de floutage au montage pour que vous ne puissiez pas voir le nom du jeu en question, puisqu'il fera l'objet d'un nouveau In and Out, ce nouveau format que j'ai posté pour la première fois donc samedi, donc hier en fait, quand vous regardez cette vidéo certainement. Ce nouveau format dans lequel je présente les nouvelles arrivées dans ma ludothèque et puis les départs aussi potentiels. Et du coup, je flouterai ce jeu-là pour que vous ne voyez pas de quoi il s'agit jusqu'à cette nouvelle vidéo en question. Mais du coup, je peux vous le dire, c'est plus lourd que Scarface, ça pèse littéralement un âne mort. Bon, ce serait un petit âne mort pour le coup, mais quand même, vous aurez compris, hein. Et ça ressemble à ça. Alors, je sais pas si vous voyez l'inscription, hein, mais ici, c'est bien écrit 8,4 kg et aussi 9,5 kg. Alors, j'ai pas vu le détail, à quoi correspond ce NW ou ce GW. Mais bon, ça doit peser aux alentours de 10 kg. C'est relativement lourd. Je ne l'ai pas encore ouvert, hein, vous voyez que le scotch est encore installé, donc ce sera certainement pour après la vidéo. Je vais juste me faire un petit limbago en posant ça par terre, et je reviens vers vous tout de suite. Hop, voilà, c'est fait. Et donc, cette semaine encore, menu crowdfunding, l'émission dans laquelle on présente tous les nouveaux projets, l'essentiel des nouveaux projets en financement participatif actuellement du côté de chez Kickstarter, GameFound, BackerKit, Game on Tabletop, Ulule, je crois que j'ai fait la totale. Et cette semaine, on est sur un menu assez léger. Je crois qu'on a 11 ou 12 projets, donc on a rarement vu un menu aussi léger à cette période de l'année qui est pourtant au printemps relativement porteuse en règle générale. Et du coup, sans plus tarder, on va aller faire le petit point habituel sur la chaîne pour commencer. La voici, la voilà, avec, vous le voyez, actuellement donc 1960 et quelques abonnés. Exactement, avant le début de l'enregistrement, on était à 1964, donc on continue sur notre rythme pour aller atteindre, j'imagine, les 2000 avant la fin du mois d'avril. Ça devrait être le cas assez facilement, j'imagine. Et depuis la semaine dernière, vous avez peut-être aussi vu mon patron l'addition de mars 2023, mon petit bilan ludique de mars 2023, encore une fois, seul, sans Xavier qui n'est pas encore rentré au Japon. Ce sera le cas lundi, donc peut-être lorsque vous regardez cette vidéo, il sera peut-être déjà rentré au Japon. Donc normalement pour le bilan d'avril, on devrait à nouveau être tous les deux. Et quoi qu'il en soit, on devrait bientôt arriver aux 2000, et ça c'est un gros sujet de satisfaction. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire bien évidemment. Ensuite, le sondage de la semaine. Comme chaque semaine, vous pourrez trouver le lien vers le sondage concernant les jeux de la semaine prochaine. Choisissez le ou les jeux qui vous intéressent le plus pour la semaine à venir et ils seront présentés, s'ils sont dans les 2 ou 3 premières places, dans les gros projets de la semaine. Vous le voyez, il y avait assez peu de choix en réalité cette semaine, je crois que, bon, au-delà des jeux qui n'étaient pas intégrés au sondage, parce qu'ils m'étaient un petit peu passés sous le radar, on va dire, il y en aura finalement pas tant que ça, et malgré tout, il y en a quand même quelques-uns qui vous ont suffisamment intéressé pour aller chercher jusqu'à 10 voix. Alors c'est pas aussi conséquent que la semaine dernière, il faut dire que le nombre de votes était un peu plus léger, donc j'imagine qu'il y avait moins de projets qui vous intéressaient, auquel cas, hein, je vous rappelle que chaque semaine, vous avez aussi ce rien pour moi, mais voici un joli champ de tulipes, juste pour dire qu'il n'y a aucun jeu qui vous intéresse fondamentalement de cette semaine. Donc cette semaine, les gros projets de la semaine selon vous, et donc qui seront présentés en dernière partie, seront donc Nova Roma, le nouveau projet de Stan Kordonski, à qui l'on doit pas mal d'autres jeux assez populaires tels que Endless Winter, ou encore Résurgence, ou Rurik également. Et puis Zombicide, encore un nouvel épisode de Zombicide, White Death, qui a recueilli 8 voix. Et puis plus étonnamment, Vedur, ce petit projet islandais qui a su attirer 7 voix dans ce sondage cette semaine, alors qu'il s'agit d'un tout petit projet qui va pas faire grand chose. Donc même si vous l'avez placé aussi haut dans le sondage, je me demande si je vais quand même pas le mettre dans la toute première partie, la partie des entrées où on passe très rapidement sur les projets, parce que en l'état il n'est pas très bien orienté pour aller chercher un financement, mais bon, on verra si je vous obéis malgré tout en le plaçant dans les plats principaux. Ensuite, Terminus, le nouveau jeu de Inside Up Games, Mindbug qui revient avec 2 nouvelles extensions, mais bon, je sais pourquoi il se trouve relativement bas, c'est parce que aussi c'est un jeu qui arrivera quoi qu'il en soit en boutique, il n'y a pas vraiment de nécessité d'aller le backer sur Kickstarter, mais bon, on verra ça plus tard. Et les 3 derniers projets font un peu moins de l'unanimité, on va dire, parmi vous, même si pourtant, dans le tas, il y a quand même Project L, qui avait fait une sublime campagne lors de sa première tentative sur Kickstarter, et qui revient avec une réimpression plus extension, qui d'ailleurs débute très fort, donc je suis assez étonné de le voir aussi bas dans le classement.
mais peut-être que vous n'êtes pas très amateur de ce style de jeu. On verra ça plus tard quoi qu'il en soit. Du coup, on va s'orienter maintenant sur les 3 parties habituelles, à savoir les entrées, les petits projets, les plats principaux, les projets un peu plus conséquents sur lesquels je passe un petit peu plus de temps, et puis finalement les desserts, les projets plus importants tels que Nova Roma ou Zombicide sur lesquels je passe plutôt 10-15 minutes environ. Du coup, on est parti. Le premier petit projet de la semaine, il s'agit d'une extension intitulée Widgets and Gizmos pour le jeu Leagues of Adventure Rocket Race. Un jeu qui avait fait son apparition en 2014 apparemment, un petit jeu de deck building qui n'a pas su attirer non plus tellement l'attention sur lui, malgré le fait qu'ici on nous dise que c'était une extension for the popular Rocket Race card game. Popular, il y a à peine 24 évaluations sur BGG si je me souviens bien, donc c'est pas si populaire que ça. Quoi qu'il en soit, ils reviennent avec une nouvelle extension, donc Widgets and Gizmos. C'est toujours pour 2 à 6 joueurs, 45 minutes la partie, 14 ans et plus. On est sur un jeu compétitif qui mêle un petit peu le deck building et les jets de dés aussi, avec des illustrations pas dégueulasses dans un style un petit peu steampunk, qui est plutôt charmant au demeurant. A priori, ça devrait pas révolutionner le genre du deck building, mais bon, ça peut être assez sympatoche malgré tout. Sachez tout de même qu'il n'y aura pas de version française pour Rocket Race. Mais bon, en l'état, pour une roquette, une fusée, il ne démarre pas très bien, puisqu'on le voit, un 26 backers seulement, 400 livres d'engrangés. Mais bon, c'est financé, hein, l'objectif de financement était à 150 livres, donc c'est évidemment assez facile de l'atteindre pour Triple Ace Games. À 11 jours de la fin de la campagne, sauront-ils atteindre les étoiles avec peut-être 100 backers? On verra bien. On reste sur GameFound pour un petit jeu d'ambiance et de push your luck, comme on dit en anglais. Il s'agit de Shuffle Kerfuffle, donc push your luck and shuffle the deck, donc du push your luck, enfin pousser sa chance en gros, et il fait l'exploit de faire encore moins bien que le jeu précédent avec seulement 17 backers, 18 jours avant la fin de la campagne. Celui-ci pour le coup n'est pas financé, il a 38% du seuil de financement qui se trouve à 4500 $. Ceci dit, c'est un jeu qui n'aura pas de version française, et c'est un jeu d'ambiance comme on en voit aussi des dizaines, voire même des centaines. Je suis pas persuadé qu'il soit super intéressant, d'autant plus qu'il n'est pas non plus très beau visuellement parlant, disons. En l'état, c'est donc un jeu pour 2 à 7 joueurs pour des parties de 15 minutes, donc très rapide. Donc clairement du party game, qui peut également se jouer à 2 joueurs, mais qui, j'imagine, prend toute sa saveur hein, quand on joue à 5, 6, 7 joueurs, j'imagine en tout cas. Hein. Voilà pour Shuffle Kerfuffle, pas très cher au demeurant, pas de texte sur les cartes me semble-t-il, oui, enfin un tout petit peu, mais c'est vraiment très simple, donc même si vous ne parlez pas anglais, ça reste jouable à mon avis, à vous de voir si ça peut être un projet qui est susceptible de vous intéresser. Donc voilà pour Shuffle Kerfuffle, faites-vous partie des 17 backers, j'en doute, mais sait-on jamais, on demande. Alors celui-ci, oui, je sais, vous l'aviez placé assez haut dans le sondage de la semaine, mais comme vous le voyez, il a moins de 60 contributeurs à l'heure où je vous parle, donc quand même, faut pas déconner, on le place dans les petits projets de la semaine. Il s'agit de Vedour, un jeu qui vient mélanger différents mécanismes qui, au demeurant, sont pas inintéressants, à savoir principalement du deck building avec aussi de la sélection d'actions parmi un lot d'actions disponibles, et puis également une petite composante de placement d'ouvriers. C'est pour 2 à 4 joueurs, c'est ça? Oui, 14 ans et plus, et pour 10 minutes par joueur autour de la table, et pour l'instant on est à 50 contributeurs, 3500 € d'engrangés. Ceci dit, c'est pas très loin d'aller financer, le seuil de financement étant assez faible, donc ça devrait pouvoir se faire d'ici quelques jours à mon avis, mais ça n'ira pas chercher un grand succès malgré tout, 18 jours avant la fin de la campagne. Ceci dit, il faut le souligner, c'est assez rare de voir des projets qui nous viennent d'Islande, et bon, c'est vrai qu'on aurait pu le deviner via l'illustration qui nous accueille sur cette page de campagne. Ça nous vient de Gamia Games, dont c'est le 4e projet sur Kickstarter, en provenance de Reykjavik. Y a-t-il d'autres villes en Islande que Reykjavik d'ailleurs? Non, je me moque, c'est pas bien. Ils avaient déjà sorti Bardagi, Ancient Aliens qui n'avait pas financé à l'époque, et Ancient Aliens, une deuxième tentative qui n'avait toujours pas financé en 2017, et du coup, près de 5 ans et demi après, ils ressortent un jeu, donc en l'occurrence il s'agit de Vedour. Est-ce qu'il fera un meilleur résultat? A priori, il devrait pouvoir financer en tout cas. Et donc, je le disais tout à l'heure, un petit peu de placement d'ouvriers, mais principalement du deck building, un petit peu de gestion de main également, parce que ça va souvent de pair avec le deck building, bien entendu, et puis du choix d'actions parmi un lot d'actions disponibles, avec un petit peu aussi d'asymétrie entre les différentes factions que vous pourrez utiliser. Vous entreapercevez aussi un petit peu la direction artistique qui est pas... L'illustration de base est plutôt jolie en fait, réellement, mais
sur la table, je trouve qu'il n'a pas une présence fantasmagorique, quoi. C'est pas magnifique. Les personnages des factions que l'on peut incarner sont pas non plus extraordinairement beaux. Donc je suis pas hyper convaincu. Vous me direz ce que vous en pensez malgré tout. Personnellement, je suis pas hyper convaincu. Et bon, je vais pas tirer sur l'ambulance. Hein. Non, je vais lui défoncer sa mère à l'ambulance. Non, je déconne. Je suis très vulgaire parce que je suis fatigué. Mon fils a eu de la fièvre toute la journée, donc j'ai veillé sur lui et je suis un petit peu fatigué. J'ai besoin de décompresser, de dire des vulgarités. C'est pas bien. Désolé. Je m'excuse. Quoi qu'il en soit, pour donner un tout petit peu plus d'informations que les entrées en règle générale, parce que quand même vous avez voté assez nombreux pour Vedour, sachez que le jeu est quand même relativement accessible à 26$ pour le Early Bird. Alors le Early Bird, je ne sais plus jusqu'à quand il sera disponible. Est-ce que c'est une quantité donnée ou est-ce que c'est une date fixée? Non, le Early Bird est encore disponible, c'est une quantité. Il reste encore 74 copies disponibles pour le Early Bird, donc vous pouvez encore y aller pour 26$. Même si ce n'est pas le cas, 28$, c'est pas une si grosse augmentation que ça. Ensuite, vous pouvez aussi prendre Vedour et Runir, qui est un autre jeu du même éditeur, qui partage un petit peu la direction artistique aussi, pour 53$, sachant que c'est la deuxième édition de Runir, donc elle a dû être un petit peu peaufinée aussi. Vous pouvez aussi prendre Vedour et Sagnir, toujours dans le même univers très islando-islandais, on va dire, pour 53$ également. J'imagine que vous pouvez prendre les trois, voilà, Vedour, Runir et Sagnir pour 74$, etc. Mais j'ai aucune idée de la qualité que peut avoir le jeu, ou les jeux d'ailleurs qui sont proposés ici. D'ailleurs sachez que pour certains d'entre eux, la version francophone est disponible. J'imagine que c'est plutôt en PDF que en version physique, à moins que vraiment il n'y ait aucun texte sur le matériel, et c'est vrai que c'est un peu l'impression que ça donne. Alors il y a des noms propres, mais ça à la limite que ce soit traduit ou pas, on s'en fout un petit peu. Le nom des personnages, pareil, bon ça n'a pas tellement besoin d'être très bien traduit. Donc si vous avez un PDF pour les règles, ça devrait être suffisant. Vous me direz si ça vous intéresse malgré tout, même si personnellement je ne suis pas très convaincu par le projet. Voilà donc pour Vedour avec actuellement 51 contributeurs, 18 jours avant la fin de la campagne, mais ça devrait pouvoir financer d'ici la fin de cette dernière. C'est également le dernier projet des entrées, des amuse-gueules. On va maintenant pouvoir passer aux plats principaux. Le premier projet de cette deuxième partie, vous l'avez placé très bas dans le sondage de la semaine, alors que pourtant, c'est un jeu super intéressant qui avait fait un gros résultat lors de sa première campagne. Il s'agit de Project L pour une réimpression plus une extension. Un jeu qui a fait une super campagne en 2018, c'est par Boardcubator, que vous connaissez certainement, je crois que c'est également eux, j'ai peut-être une grosse connerie, je crois que c'était eux qui avaient fait cette adaptation du jeu vidéo autour de la chevalerie dans l'Europe de l'Est, genre du 13e, 14e siècle, et qui avait un petit peu bidé en fin d'année dernière, alors que pourtant il y avait du gros potentiel. J'ai oublié le titre, mais bon, vous l'aurez certainement. Et du coup, ça c'était sur GameFound pour le coup, et donc là ils sont revenus sur Kickstarter pour nous proposer donc cette extension à Project L, qui a donc connu déjà 2 campagnes. La première ici, donc en 2018, avec 3500 contributeurs à l'époque. C'était plutôt un beau résultat pour un éditeur de faible envergure à l'époque en tout cas. Fort de ce succès, ils avaient ensuite proposé Space Race qui avait fait un beau résultat également, puis Project L Finesse, première extension pour Project L, qui a fait 8500 environ contributeurs à l'époque, et là ils nous reviennent avec une nouvelle extension plus réimpression. Cette nouvelle extension s'appelle, comment déjà, Ghost, un truc comme ça je crois. Il y en a plusieurs des micro-extensions à l'intérieur si je me souviens bien. Mais bon, on reviendra dessus de toute façon au fur et à mesure qu'on voit la campagne. Et donc, Project L, pour rappel, c'est un jeu un petit peu à la Tetris, vous le voyez. Il y a tout un tas de tuiles double épaisseur, avec donc la partie noire et la partie blanche qui est un petit peu donc en dessous. Et vous devrez compléter la partie blanche avec tout un tas de tuiles protéiformes, un petit peu des tuiles façon Tetris, justement. Et une fois que vous réussissez à compléter une de ces fameuses tuiles double épaisseur, vous gagnez un nombre de points inscrits en haut à gauche, et vous gagnez aussi, parfois, ça dépend des tuiles, une nouvelle pièce pour compléter de prochaines tuiles à l'avenir. Donc c'est assez intéressant comme concept, c'est du Tetris, c'est pas diablement original, mais l'approche utilisée l'est assez en revanche. Et le succès se confirme avec déjà 5100 contributeurs en l'espace de 3-4 jours, 6 jours avant la fin de la campagne. On est sur une campagne très courte, mais ça marche très fort, et on est déjà à 190 000 € d'engrangés sur un seuil de financement relativement net de 100 000 € à la base. Et donc, que nous propose cette nouvelle extension, sachant qu'il y a une version japonaise, donc ça c'est plutôt cool pour nous, même si moi je m'en fous un petit peu, mais pour nos amis japonais. Et donc Project L, c'est pour 1 à 5 joueurs, jusqu'à 6 si vous ajoutez l'extension Ghost Piece et l'extension, ou l'extension Phoenix également. Et c'est pour des parties relativement courtes de 20 à 40 minutes.
C'est un jeu qui est également connu pour sa très grande qualité de composants. On voit très bien que le matos est très bien produit, c'est une très belle production, avec des game trays, etc. Les fameuses tuiles double épaisseur pour aller compléter ces figures à la Tetris. Et donc, pour rappel, les petits points qui sont au cœur du gameplay de Project L, on a donc ces fameuses tuiles que l'on va chercher à compléter avec les différentes pièces, les différentes micro-tuiles de Tetris que l'on reçoit ou que l'on aura pu avoir en notre possession dès le début de la partie. Une fois qu'on la complète, eh bien on la vide et on gagne la petite tuile supplémentaire qui se trouve en haut à droite pour nous permettre de compléter encore plus de nouvelles tuiles. Donc en cela, on peut dire qu'il y a aussi une sorte de mécanisme de engine building, on peut dire, puisque à chaque nouvelle tuile que vous réussissez à compléter, eh bien vous chopez encore une nouvelle forme de micro-tuiles à la Tetris pour compléter encore mieux les prochaines missions que vous aurez en votre possession. L'extension Finesse, qui était donc l'objet de la précédente campagne, qui avait fait une très belle campagne avec 8500 contributeurs environ, rajouter quelques mécanismes supplémentaires, mais ça on passe pas dessus parce que c'est pas l'objet de la nouveauté actuelle. Et on a donc deux nouvelles extensions, je crois, donc Ghost Piece et Phoenix, qui viennent se rajouter durant cette campagne, avec donc des tuiles de nouvelles formes pour Ghost Piece, ainsi que de nouvelles actions possibles avec des tuiles différentes, de formats différents en tout cas, de celles déjà précédemment intégrées au jeu jusqu'à présent, ainsi que aussi un nouveau type de récompense lorsque vous terminez cette tuile. Par exemple, vous ne recevez pas une nouvelle tuile de scoring, mais une nouvelle action, une nouvelle récompense qui n'existait pas jusqu'à présent, donc ça c'est plutôt intéressant, et ça vous permet aussi de jouer jusqu'à 6 joueurs et non 5 comme c'était le cas précédemment. Et on a aussi donc cette nouvelle extension Phoenix qui, elle, vous propose d'avoir des scorings encore plus conséquents, parce qu'elles sont plus complexes à remplir, donc elles vous rapportent plus de points. Elles ont aussi de nouvelles formes plus complexes, comme j'ai dit déjà tout à l'heure. Et aussi, elles permettent de garder intact l'intérêt des plus petites tuiles. On a des micro-tuiles de un espace, par exemple, qui perdaient apparemment un petit peu de leur intérêt lorsque la partie avançait de plus en plus et qu'on avait des tuiles plus conséquentes. Et apparemment, cette extension Phoenix, justement, redonne vie à ces micro-cubes qui servaient plus à rien en fin de partie précédemment. Donc ça peut être assez sympa. C'est un jeu qui est quand même couronné de succès, qui a reçu pas mal de récompenses également. D'ailleurs, je suis assez étonné du manque d'attrait pour cette campagne de par le public francophone, parce que c'est un jeu qui a vraiment connu un super beau succès, et un succès d'estime comme un succès en termes statistiques également. Alors ensuite, le jeu de base est disponible via une réimpression également, avec donc les 135 pièces que vous voyez ici, donc de puzzle à la Tetris. Ensuite, l'extension Finesse qui est donc précédemment sortie également, qui rajoute de nouveaux types de missions et de nouveaux crédits en pièces de métal qui plus est, donc toujours très bien produit là encore. Et donc l'extension Ghost Piece que vous voyez avec 30 nouvelles pièces, 12 nouvelles tuiles de mission blanches, puis 12 pour les noirs également, et Phoenix qui rajoute cette fois-ci, donc encore une fois un 6e joueur, et puis de nouvelles tuiles de mission avec des formes encore plus biscornues qu'auparavant, et qui redonne un peu d'intérêt aux plus petites tuiles. Ensuite, on a un petit Ambassador Pack également qui est disponible pour ceux qui ont le statut de ambassadeur de Board Cubator. J'ai pas cherché plus que ça, donc je sais pas à quoi ça correspond. Et puis, vous savez aussi que, donc, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, on aura des game trays ou l'équivalent des game trays pour aller ranger le tout de manière super efficace et faciliter l'installation et le rangement du jeu. Ensuite, pour ceux qui auraient potentiellement déjà le jeu, sachez que vous pouvez prendre aussi un petit peu à la carte. Par exemple, l'extension Phoenix ne coûte que 7 €, donc c'est pas très cher. Initiate, pour ceux qui voudraient l'extension Phoenix plus le jeu de base, c'est 45 €. Ensuite, le Collector's All-In, donc ça c'est pour ceux qui voudraient absolument tout, qui n'avaient donc jamais joué au jeu de base, mais qui voudraient toutes les extensions directos, donc Ghost Piece, Finesse, Phoenix, etc. Bref, tout, c'est 95 €, donc ça reste, toute proportion gardée, pas si cher que ça, une fois qu'on ajoute toutes les extensions, le très beau matos, la très belle qualité de production également. Ça reste relativement abordable, on va dire. Pour le shipping, pour l'Union Européenne, pour les returning backers, donc pour ceux qui auraient déjà précédemment backé le projet, donc pour ces deux précédentes itérations, c'est seulement 8 €, alors que pour ceux qui voudraient choisir le Initiate Collectors All-In, donc en gros ceux qui n'auraient jamais joué au jeu jusqu'à présent et qui voudraient le All-In, c'est 15 €, donc ça reste vraiment très abordable en termes de frais de port, c'est pas très conséquent. Pour la République tchèque, c'est un peu moins cher parce que c'est un jeu de République tchèque. Pour le Canada ou pour la Suisse, c'est 8 ou 19 €, un tout petit peu plus cher pour le All-In. Et puis pour le reste du monde, c'est 9 à 22 €, donc ça reste relativement léger. Pour ce qui est de la TVA, y avait-il une mention faite à ce propos quelque part? Il me semble pas l'avoir vu. Bon, on va peut-être faire une petite recherche par mots-clés histoire de...
Non, motivation, c'est pas ce qui intéresse. Non, il y a beaucoup de motivation apparemment, mais non. Donc non, il n'y a pas de résultat sur la TVA. Donc est-ce qu'elle est déjà prise en compte? Aucune idée. À vérifier de votre côté pour le coup. Je vais pas trop prendre de temps juste pour cette raison-là. Mais j'imagine que comme ça vient d'Islande, il y aura certainement une TVA à payer par-dessus. En tout cas, on peut l'imaginer. À vérifier là encore. Voilà donc pour Project L avec réimpression plus 2 nouvelles extensions. Très joli succès, en tout cas, ils ont vraiment fait parler la poudre. 5100 contributeurs 6 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec un très joli petit projet, il s'agit de Mycology, un petit jeu sur les champignons. Aimez-vous les champignons? Moi j'aime beaucoup les champignons. Et si vous aimez les champignons mais que vous ne connaissez pas bien les champignons japonais, eh bien ma foi, je ne vous blâmerai pas, c'est normal. Mais si vous avez l'occasion, manger des shiitake, c'est délicieux. Voilà, donc Mycology, c'est un petit jeu pour 2 à 6 joueurs, pour 12 ans et plus, pour des parties entre 30 à 60 minutes, entre 30 et 60 minutes. Donc un jeu relativement accessible, pas trop expert, relativement court qui plus est, et qui peut se jouer de 2 à 6 joueurs, c'est plutôt assez flexible comme configuration. Et le jeu se porte plutôt pas mal, c'est un premier projet porté par James Scott qui lui-même est un professeur à l'université de Toronto qui est spécialisé dans tout ce qui est fongique, donc tout ce qui est champignons en gros, donc vraiment un jeu réalisé par un expert en champignons. Donc il touche sa bosse au niveau des champignons, il connaît bien le truc. Tous les coins champignons, si vous habitez au Québec, à Canada, demandez à James Scott, il vous donnera des infos. Quoi qu'il en soit, Mycology, c'est un petit jeu de set collection. Vous aurez différentes saisons, telles que l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Je sais pas pourquoi je dis telles que, ce sont les 4 seules saisons qu'on connaisse. Et donc à chaque saison, vous allez chercher à scorer différents types de champignons, sachant que à l'hiver, vous ne pourrez en prendre qu'un, au printemps 2, à l'automne 3, à l'été 3, et puis à l'automne 4. Donc plus les saisons évoluent, plus vous pourrez prendre de champignons. Il y aura différents logos en haut à droite, différentes façons de scorer aussi des points. Bref, tout un tas de petits trucs à prendre en compte. L'avancée des saisons aussi qui se fera via notamment des jets de dés en début de tour, et puis un petit phénomène de draft également, parce qu'il y a une sorte de marché commun également. Donc c'est un jeu relativement intéressant, facile à prendre en main, assez joliment illustré. Alors après, c'est vrai que c'est pas le thème le plus sexy de la planète, peut-être, sauf quand on est professeur de mycologie, bien évidemment, mais c'est plutôt joliment réalisé, le matos est plutôt charmant, et ça va être un jeu relativement sympatoche. C'est peut-être certainement pas le jeu de l'année, j'ai envie de dire, mais ça a l'air d'être relativement sympa, et je trouve ça assez charmant malgré tout, même si c'est pas une thématique qui, moi, me vend du rêve personnellement, même si j'apprécie beaucoup les shiitake, encore une fois. Manger des shiitake. Et vous le voyez, petit pledge ici pour Mycology, on a un pledge à 50 $ canadiens qui plus est, donc attention, il faudra plutôt regarder le prix en dessous, 36 $ américains, c'est un peu plus parlant pour vous qui êtes certainement, j'imagine, en Europe, ou peut-être au Canada, auquel cas regardez plutôt le prix du haut. Donc 36 $, donc aux alentours de 35-34 € approximativement, donc un jeu qui en plus de ça, avec une production plutôt pas dégueulasse en plus, visuellement c'est plutôt joli, ça a l'air d'être plutôt quali aussi, 36 $, c'est quand même plutôt très abordable. Reste à voir maintenant aussi les frais de port, on verra bien. Donc le gameplay très rapidement, on va donc d'abord faire un petit peu de collecte de champignons, mais d'abord, on va d'abord lancer un dé, et si, enfin même 2 dés, excuse-moi, 2 dés, et si ces 2 dés, la somme de ces 2 dés fait 7, on va changer de saison. Passer ici par exemple de l'hiver au printemps. Ensuite, pour tout autre résultat de votre jet de dés, eh bien vous voyez, il y aura différentes ressources que vous pourrez récolter, en fonction bien sûr du résultat de vos dés. Si vous faites un 6 et un 3 par exemple, vous allez chercher le 9 ici, le Symbion, j'arrive pas à lire, c'est trop petit ma foi, donc vous allez récolter la ressource en question qui sera utile par la suite, puisque elles vous permettront notamment d'aller chercher certains champignons qui ont certaines exigences particulières en termes de saison ou de ressources disponibles, etc. etc. Ensuite, on a une phase d'action où l'on va d'abord justement collecter un champignon parmi le marché disponible, avec ici la valeur de points qu'il vous donnera en fin de partie, ensuite les différentes saisons où il peut être ajouté, parce qu'il y a donc les 4 saisons disponibles, vous ne pouvez pas le placer par exemple ici, puisqu'il n'est pas disponible dans la saison hiver, on voit que ça n'est pas coloré ici par exemple, mais aussi un coup de pause, puisqu'il faudra utiliser par exemple ici le Soil Dung pour compléter ici cette carte, et ensuite pouvoir la poser. Donc c'est là que rentrent en ligne de compte les différentes ressources que vous voyez ici. Ensuite, il s'agit que vous aurez aussi des poisons, enfin des champignons vénéneux, excusez-moi, qui auront aussi un intérêt, mais également un risque. Donc vous pourrez prendre beaucoup de points, mais il y aura un risque d'empoisonnement et de malus aussi.
Ensuite, différents types de cartes avec des effets différents, bien évidemment, les différentes ressources. Et puis en endgame, donc on va compléter en cherchant à compter le nombre de points que l'on a ici en haut à gauche de chacune des cartes, ainsi que les tokens qui nous restent en notre possession à la fin de la partie. Donc voilà, ça a l'air relativement simple, accessible, mais très sympatoche malgré tout. Je serais assez tenté de tester justement ce jeu, sans aller jusqu'à le baquer certainement, mais malgré tout, je trouve ça assez sympatoche. Pour le shipping, alors attention, projet canadien, mais 28 $ de frais de port pour le Canada. Où est la logique? C'est plus cher que pour les États-Unis, c'est même plus cher que pour l'Union Européenne. C'est quand même assez étrange, mais bon, c'est vrai que le Canada souffre souvent de frais de port assez pétés, certainement pour une raison tout à fait valide que je ne connais pas. En fait, vous m'expliquerez éventuellement pour tous les Québécois qui suivaient la chaîne. Je sais que par exemple La Flèche, tu nous suis assez fréquemment. Si tu as des explications potentiellement quant aux frais de port super élevés dans ta zone, je serais curieux de les apprendre, enfin de l'apprendre, de les connaître. La TVA, attention, sera collectée aussi dans le Pledge Manager, donc sachez-le, il y aura un petit billet de plus à sortir suite à la campagne. Donc je disais 28 $ pour le Canada, 25 pour l'Union Européenne, 21 pour le reste de l'Asie, donc même pour nous au Japon c'est moins cher qu'au Canada. Et puis pour la Suisse, ma foi je ne vous trouve pas, est-ce que vous êtes intégré à l'Union Européenne pour le coup? Je pense pas, auquel cas ce serait peut-être Rest of the World, donc auquel cas 39 $, donc c'est quand même assez cher. Et ma foi, je crois que c'est à peu près tout pour ce qui est de Mycology, avec pour l'instant 550 contributeurs, 13 jours avant la fin de la campagne et 20 000 € d'engrais, c'est donc financé déjà. Et manger des shiitake. Ensuite, bon, celui-ci n'est plus tellement besoin de le présenter à mon avis. Il s'agit de Mindbug qui a connu un énorme succès récemment grâce à sa sortie en version française par Yellow. Qui en a donc assuré la localisation, ce qui sera encore le cas certainement pour cette campagne, parce qu'on voit le petit drapeau français, on vérifiera ensemble, mais c'est très certainement Yellow encore une fois. Et donc ils nous reviennent sur Kickstarter pour 2 extensions, pas une, mais 2 extensions. Il s'agit de Beyond Evolution et Beyond Eternity, donc 2 nouvelles extensions qui vont enrichir encore un petit peu plus le jeu. Alors vous me direz, gros succès de Steam et gros succès en boutique pour Mindbug depuis sa sortie. Et du coup, pourquoi sortir ce duo d'extensions sur Kickstarter alors que clairement ce n'est plus une nécessité? C'est le débat sans fin qui tourne autour de cette nécessité d'aller pondre une campagne de financement participatif pour un jeu qui clairement trouverait très facilement son public en boutique après avoir un succès d'estime sur son jeu de base. Ça se défend, c'est vraiment un sujet intéressant dont on a déjà débattu un tout petit peu avec Xavier et Nix sur sa chaîne. On en reparlera certainement à l'occasion. Quoi qu'il en soit, Mindbug Beyond, pour l'instant, commence bien sa campagne avec près de 3000 contributeurs, 15 jours avant la fin de la campagne et 193 000 € d'engrangés pour Mindbug. Toujours par Marvin Hagen et son entreprise qui s'appelle Nerdlab Games. C'est son deuxième projet, le premier étant déjà Mindbug pour le jeu de base. Donc vraiment il a fait un gros coup d'entrée de jeu. Il faut dire que c'est quand même un jeu composé, créé par Richard Garfield, donc autrement dit Monsieur Magic entre autres, Monsieur King of Tokyo également, donc c'est principalement connu pour Magic. Et un peu comme Magic, c'est un jeu de cartes, mais ça s'arrête là, c'est un jeu de cartes, mais n'a rien de comparable à Magic, puisqu'il s'agit d'un jeu où vous avez très peu de cartes en main, mais l'intérêt réside justement dans ces cartes de Mindbug, qui font que vous pourrez prendre possession d'une des cartes de votre adversaire, et il y aura un nombre de points de vie, il faudra simplement terrasser votre adversaire en utilisant les différentes cartes qui seront à votre disposition, toujours très bien illustrées, toujours très jolies également. Et donc, qu'est-ce que nous proposent ces 2 nouvelles extensions que sont Beyond Evolution et Beyond Eternity? On va le voir ensemble tout de suite. D'abord, pour rappel, c'est pour des parties très courtes, entre 15 et 25 minutes. Récemment d'ailleurs, plusieurs vidéos en français ont fait leur apparition sur YouTube, donc allez checker pour voir si ça peut vous tenter. J'ai vu récemment First Player qui en a fait une vidéo notamment. C'est pour 8 ans et plus, donc très accessible, très familial. Sachez que c'est un jeu de confrontation pour 2 joueurs, donc c'est familial, mais pour 2 joueurs uniquement. C'est pas un truc auquel vous jouerez avec vos 3 enfants, vos 18 petits-enfants, etc. Donc ensuite, qu'y a-t-il de nouveau durant cette campagne grâce à cette extension, cette double extension de Beyond? D'abord, une nouvelle mécanique d'action que vous voyez ici avec le octocoptère, pas facile à prononcer, octocoptère, donc une sorte d'hélicoptère octopus en gros, qui vous permettra d'établir certaines actions qui n'existaient pas jusqu'à présent. Ici on le voit notamment un Defeat this, take control of an enemy creature, donc en gros vous allez vaincre cette carte et si c'est le cas vous prenez contrôle d'une des créatures contrôlées par votre adversaire. Ensuite, on a aussi une nouvelle mécanique intitulée Evolve,
donc évolution, grâce à laquelle certaines créatures vont venir évoluer telles des Pokémon, tels des petits monstres de poche, leur procurant ainsi des compétences plus puissantes et en ajoutant aussi du coup une couche de stratégie supplémentaire à vos parties, ce qui est plutôt sympa parce que c'est un jeu relativement simple et très très facile à prendre en main, mais du coup si on peut rajouter aussi un petit degré de réflexion supplémentaire, c'est toujours sympa. Ensuite, autre nouvelle mécanique, le boost, grâce auquel vous pourrez utiliser des cartes depuis la pile de défausse pour gagner encore plus de pouvoir à vos créatures actuellement en jeu. Elles gagneront plus 1 par créature qui proviennent de la défausse justement, j'ai l'impression, ce qui pourra permettre de bien contrecarrer les plans de votre adversaire en bénéficiant de ce petit boost momentané qui peut tout changer. Ensuite, autre nouvelle mécanique, in discard pile, donc depuis la défausse, ce qui fait que même les cartes qui ont été précédemment défaussées peuvent garder un intérêt tout particulier dans la progression du jeu et qui vous permettra aussi d'établir différents combos assez inattendus et surprenants et qui, là encore une fois, du coup, rajoute encore une petite complexité supplémentaire qui n'est pas malvenue. Sachez également que déjà vous avez le livret de règles en français disponible ici, donc il vous suffira d'aller cliquer pour aller choisir la langue de votre choix, certainement donc le français j'imagine, et ensuite on va passer directement aux pledge levels, donc quels sont les différents niveaux de contribution disponibles. Alors d'abord, pour ceux qui auraient déjà le jeu de base et qui voudraient donc uniquement les 2 extensions, c'est ce pledge là avec donc Explorer Pledge pour 35 € et qui vient donc vous rajouter les 2 extensions que vous voyez ici, donc 104 nouvelles cartes, plus des cartes d'aide de jeu, plus des life trackers, donc des petites pistes pour tracer les points de vie qui vous restent en gros, et puis également des petits promo packs exclusifs à Kickstarter qui sont un petit peu la seule véritable justification d'une campagne Kickstarter pour ce jeu à mon avis. Ensuite, pour ceux qui voudraient chercher du Deluxe, vous pouvez prendre les 2 boîtes de Beyond avec les composants Deluxe, ce qui comprend donc les petits jetons que l'on a vu ici, bien évidemment en plastique plutôt qu'en carton, ainsi que des cartes qui bénéficieront d'un effet foil, donc de surbrillance un petit peu irisée. Donc c'est assez classe, mais au demeurant, ça reste le même contenu, hein, visuellement, en termes de gameplay, je veux dire. Et ça coûtera 55 $, donc 20 $ de plus quand même. Ensuite, pour ceux qui voudraient prendre, je crois, la totalité de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, à moins que ce ne soit juste une big box pour contenir l'entièreté de ce qui est sorti jusqu'à présent. Ouais, c'est ça apparemment. 2 extensions plus an Ultimate Storage Solution. Donc oui, c'est une boîte pour, comment dirais-je, ranger la totalité de ce qui est sorti précédemment pour Mindbug. Donc oui, effectivement, ça vous donne une autre boîte, une nouvelle boîte en plus pour ranger ce qui était déjà sorti précédemment, donc ici j'imagine, plus les 2 nouvelles extensions, plus des playmats de néoprène également, donc ça c'est plutôt sympa également en termes de deluxification, même si c'est pas forcément un jeu qui s'y prête le plus à mon avis. Et donc le tout pour 90 €, donc un petit peu plus cher déjà, hein. Mais bon, deluxification, on en veut pas, c'est à vous de voir. Le Swarm Pledge à 200 €, là par contre je vois pas très bien, c'est pour des retail, je pense que c'est plutôt pour les boutiques ou pour faire des pledges groupés éventuellement. Pourquoi backer maintenant? C'est la bonne question, puisque comme tout à l'heure on l'avait dit, hein, c'est un jeu qui trouvera son chemin vers les boutiques sans aucun problème et qui trouvera un succès en boutique également. Alors d'abord parce que les prix sont un petit peu moins conséquents durant le Kickstarter. Alors on l'a vu ici effectivement, il y a toujours une petite réduc qui est affichée ici en rouge, mais très honnêtement ça vaut pas tellement le coup, on le voit que pour les 2 premiers pledges, il n'y en a pas. Pour le suivant c'est à 5 $ de moins, avec les frais de port qui vont être ajoutés par-dessus, aucun intérêt en réalité. Et peut-être pour le Swarm Pledge, effectivement, un peu plus intéressant parce qu'on va économiser un peu sur le shipping, parce qu'on sera plus nombreux à se masser sur un seul et même pledge, donc ça sera un peu moins cher à l'unité, et en plus, on paiera un petit peu moins cher chaque unité de ce que l'on prend. Donc effectivement, ça peut être un peu plus intéressant, mais le numéro 1, moyen convaincu. Ensuite, Limited Editions, on aura effectivement des éditions deluxifiées qui seront un petit peu limitées également, qui ne seront pas forcément aussi facilement accessibles en boutique. Ensuite, la livraison, plutôt que bien sûr les livraisons en boutique, théoriquement, ça c'est déjà vu à plusieurs reprises que cette promesse n'était pas toujours tenue, pas dans cet éditeur-là, hein, mais je parle en règle générale. Du contenu exclusif avec les promo packs, qui sont pas super conséquents, mais effectivement, c'est une justification pour aller backer justement. Et puis le 5, Be Part of Our Journey, on s'en fout un petit peu, c'est juste soyez partie prenante de l'aventure, de la création de Mindbug. Bon, ça, bon, pourquoi pas, c'est juste l'aspect un petit peu communautaire, mais c'est pas très important. Au-delà de ça, vous pouvez aussi prendre en add-on le jeu de base, bien évidemment, ça aurait été un petit peu dommage, à 17 € pour le jeu de base de Mindbug. Mais bon, en même temps, si vous êtes tenté, allez le chercher directement en boutique. Il existe en français grâce à Yellow, donc n'hésitez pas à le faire. Vous n'aurez pas besoin d'attendre une deuxième impression du jeu. Vous pourrez le recevoir tout de suite sans avoir payé de frais de port, donc c'est quand même bien mieux.
Ensuite, vous pourrez aussi prendre le add-on pack de la première campagne, First Contact, pour 10 euros. Pareil, le promo pack de 2022, donc pour la campagne précédente, à 7 euros. La sélection de rangement pour la totalité du jeu, pour 5 euros apparemment. Enfin bref, les playmats, les sleeves, etc., etc. Donc il y a quand même pas mal de petits add-ons à aller chercher au-delà de ça. Ensuite, les frais de port pour la zone Union Européenne, c'est la zone 3, donc 10 ou 12 euros en fonction du niveau de pledge que vous allez choisir. Pour l'Europe hors UE, donc pour les amis suisses, c'est la zone 4, donc 13 ou 16. Le Canada, 25, 28, donc encore une fois, le Canada, vous morflez sévère. Hein. Et pour nous, au Japon, ça va pas être mieux, ceci dit, hein, 25, 35, c'est même un peu pire que pour nos amis canadiens, mais sans la TVA. D'ailleurs, qu'en est-il de la TVA? La TVA sera certainement... non, elle ne sera pas ajoutée durant le Pledge Manager, elle est déjà incluse pour les régions concernées ici, donc, dont l'Europe par exemple, et heureusement le Canada aussi. Donc voilà pour ce qui est de Mindbug avec cette extension Beyond Evolution et Beyond Eternity. Pour l'instant, 3000 contributeurs environ, si j'arrondis. 15 jours avant la fin de la campagne, on ira certainement chercher aux alentours de 6000, 7000 contributeurs d'ici la fin de la campagne. Mais n'hésitez pas à attendre, parce que de toute façon, ces deux extensions verront le jour en boutique aussi. Peut-être pas en version deluxifiée, peut-être pas avec les promo packs, mais ça arrivera. On enchaîne tout de suite avec un autre joli projet, il s'agit ici de Terminus, tout le monde descend, hein, le nouveau projet de Inside Up Games. Alors Inside Up Games, vous les connaissez probablement, puisque leur précédent jeu vient tout juste d'arriver en boutique et au backer, si mes souvenirs sont bons, si j'ai bien compris, puisqu'il s'agissait de Earth, dont vous entendrez peut-être parler un jour sur la chaîne aussi, on verra bien, et qui avait donc fait 10 500 contributeurs à l'époque. D'ailleurs, on sait jamais, Maxime, l'auteur de Earth, hein, si tu nous regardes, bonjour bien évidemment, si tu ne regardes pas, bonjour quand même. Entre temps, ils avaient aussi proposé Draft and Write Records, qui avait bien moins marché que Earth, avec 1000 contributeurs seulement. Et donc ils reviennent avec Terminus, un jeu de construction de réseau suburbain, on va dire, un réseau de métro en gros, dans une ville fictionnelle j'imagine. Et donc on va chercher à construire ce réseau de métro dans une ville en connectant les différents quartiers qui la composent. C'est un jeu de construction de routes, mais également de gestion de ressources, avec aussi une rondelle que vous voyez ici. C'est toujours très moche à dire en français, une rondelle, c'est très connoté, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça que ça s'appelle. Une rondelle d'action, vous pourrez choisir différents types d'actions en fonction de la couleur. Ici on a le jaune, le rouge, le vert, le bleu, le violet et le vert plus pâle on va dire. Et ensuite on devra donc scorer un maximum de points un peu classique à ce niveau-là. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, 14 ans et plus, et pour 25 minutes par joueur autour de la table, et ça coûte 55 $ américains, 74 $ canadiens, donc on va dire que ça coûte aux alentours de 50 € approximativement. Et donc ça reste un jeu relativement abordable, comme c'était déjà le cas d'ailleurs pour Earth ou pour Draft and Write Records. Jusqu'à maintenant, Inside Up Games fait quand même souvent des jeux qui sont relativement abordables financièrement en tout cas. Petit truc aussi marrant, un petit fun fact, c'est que quelque part là-dedans, voilà, on a Vital Lacerda, l'auteur, donc pas du tout un youtubeur pour le coup, qui fait un petit commentaire concernant le jeu qui l'a apparemment l'a vraiment convaincu. Voilà, c'est assez sympa de voir parfois des auteurs plutôt que des vidéastes, même si c'est sympa aussi. Alors, petite overview des mécaniques, donc petit résumé des différentes mécaniques présentes dans le jeu. Je parlais tout à l'heure de rondelle, la voici, la belle rondelle, avec la action loop comme il l'appelle, avec les différentes actions que vous pourrez choisir d'effectuer pour en tirer des différents bonus, différents intérêts, différents avantages, on va dire, en fonction du placement de votre pion, j'imagine. Ensuite, on a la fameuse carte centrale sur laquelle vous devrez construire les différentes routes de réseau, donc de métro en gros, qui seront bien sûr différenciés par couleur autour de la table, hein, bien sûr. Ensuite, le marché avec différentes ressources que vous pourrez chercher à acquérir en fonction du timing, en fonction de ce que vous aurez fait préalablement, etc. En fonction de ce que vous recherchez pour l'avenir de votre ligne de métro, par exemple. Et puis ensuite, une facette de gestion de ressources également, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Également, il y aura des missions communes et des missions secrètes également à aller compléter pour gagner encore plus de points de victoire. Et sachez également qu'il y aura un système d'upgrade de certaines compétences que vous pourrez accomplir à des niveaux complémentaires, des niveaux supplémentaires une fois que vous les aurez débloqués pour chercher des actions encore plus puissantes par la suite. Qu'est-il dans la boîte rapidement? Donc le tableau central qui pour le coup lui est pas fantasmagorique, c'est pas très beau, mais ça a l'air d'être très ergonomique en revanche. Ensuite 24 tuiles de développement, 28 tuiles de upgrade justement,
Ensuite, la Direction Arrow, c'est pas très, très important. Les tokens de demande, les pièces qui seront aussi disponibles en métal, si j'ai vu un peu plus haut dans la campagne. C'était peut-être tout au début ici, le Kickstarter Gift. Donc pour ceux qui backeront durant la campagne, vous aurez des pièces de métal ainsi que des petits marqueurs en métal plutôt qu'en carton pour la version boutique. Donc ça c'est plutôt sympa en termes de luxification, c'est appréciable. Ensuite, les plateaux de joueurs que vous voyez ici. Je ne sais pas en l'état s'il y aura une quelconque asymétrie, mais je serais tenté de dire que non, mais à vérifier encore une fois. Ensuite, tout un tas de cubes, de meeples, etc. etc. Un scoring pour, enfin un bloc-notes pour aller prendre les scores, ensuite les missions secrètes, les missions communes, etc. etc. Why back now? Pourquoi backer le projet maintenant? Et bien tout à l'heure, comme je l'ai dit, pour les pièces de métal et les marqueurs de métal que vous voyez ici. Ensuite, bon, pour faire de ce projet un succès, une réussite, bon ça on s'en fout, hein. Enfin on s'en fout, oui et non, vous me comprenez. Ensuite, parce que ce sera un prix plus intéressant que dans le commerce apparemment, parce que ce sera livré plus tôt, donc un peu les mêmes arguments que d'habitude. Ensuite, le gameplay, on va pas trop s'attarder, puisque j'ai déjà mentionné le gros des mécanismes qui rentrent en ligne de compte dans ce jeu, donc on va passer rapidement sur le choix des actions avec la fameuse rondelle que j'ai mentionné tout à l'heure, ensuite l'action de développer, ensuite le lobby grâce auquel vous pourrez orienter votre stratégie pour les actions à venir, ensuite une action de improve pour aller augmenter vos actions présentes sur votre plateau pour produire des actions encore plus puissantes pour les tours à venir, ensuite le market, donc le marché pour aller chercher des ressources différentes pour ensuite les utiliser pour construire encore plus loin votre ligne de métro, ensuite le supply, donc utiliser vos ressources pour ou utiliser votre argent pour bénéficier d'encore plus de ressources pour ensuite pouvoir les réutiliser, et enfin donc l'action de construction de votre ligne pour faire un réseau, un maillage urbain le plus efficace, traversant le plus grand nombre de points centraux de la ville, etc., etc. Et ensuite le fameux scoring. Il y aura aussi apparemment un système d'automaton qui vous permettra de jouer avec un joueur fictif supplémentaire pour ajouter un petit peu de sel, j'imagine, un petit peu de poivre aussi, pourquoi pas, hein, en parlant d'épices, à vos parties. Ensuite, continuons. Sachez que vous pouvez lire ici la règle de Terminus, j'imagine exclusivement en anglais pour l'instant, mais peut-être à terme aussi en français, je ne sais pas. Vous pouvez aussi le tester pour l'instant sur Tabletop Simulator pour ceux qui voudraient se faire une première impression, bien évidemment. Pas de vidéo en français malheureusement, je crois, dans la campagne, exclusivement de l'anglais. C'est un petit peu dommage parce que Earth avait fait un gros succès, y compris en français. On aurait pu espérer que Terminus serait disponible directement en français dans la campagne, c'est apparemment pas le cas. Ensuite, continuons avec les frais de port qui se trouvent ici, avec d'abord le Canada, 15 $ de frais de port, enfin des frais de port pas trop pétés pour nos amis canadiens. Ensuite, l'Union Européenne avec la France, la Belgique, le Luxembourg à 15 $ également. Pour nos amis suisses, c'est du 17 $ en revanche. Et puis pour nous qui sommes au Japon, par curiosité, on est dans la zone Asie 3, 44 $ de frais de port pour nous. Ça pique méchamment même. Et pour ce qui est de la TVA, il y a une toute petite mention faite ici. La TVA sera apparemment ajoutée durant le Pledge Manager, donc il faudra sortir un petit billet supplémentaire pour ce jeu qui devrait théoriquement arriver aux backers en mars 2024. A vous de voir pour ce qui est de Terminus, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'éditeur saura vous convaincre autant qu'il ne l'a pu le faire pour Earth à l'époque? On part sur des bases relativement solides, 2000 contributeurs en même pas une semaine, c'est plutôt cool, mais ça n'ira peut-être pas chercher les 10 000 contributeurs qu'avait fait quand même Earth, mais je vois bien un 5-6 000 quand même d'ici la fin de la campagne. Il reste 18 jours pour en avoir le cœur net et 105 000 € d'engrangés à l'heure où je vous parle. On enchaîne avec Taiwan Night Market, et pour ceux qui se demandent pourquoi il se trouve actuellement dans cette deuxième partie de l'émission, dans les plats principaux et non dans les entrées alors qu'il s'agit d'un tout petit projet, alors d'abord sachez que j'ai fait la promesse à Anthony, notre commentateur vedette, qui commente absolument toutes les vidéos, même celles qui l'intéressent pas pour le coup, donc voilà. Et puis en plus, au-delà de ça, sachez que c'est aussi un jeu qui a lancé sa campagne tardivement. Il a commencé sa campagne vendredi matin, c'est-à-dire ce matin pour moi quand j'enregistre, et du coup 137 contributeurs et 50% de de financement en moins d'une journée, c'est pas si mal que ça en réalité. Si on prenait en compte qu'il se lance maintenant le vendredi et pas le mardi comme c'est le cas en général, si c'était le mardi, il serait certainement aux alentours de 300-400 contributeurs, donc c'est pas si ridicule que ça. Et il reste 28 jours avant la fin de la campagne pour Taiwan Night Market qui devrait donc financer sans trop de problèmes. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour 10 ans et plus, donc relativement abordable, accessible, relativement familial j'ai envie de dire, comme le laisse penser aussi la direction artistique sur laquelle on reviendra un peu plus tard, et c'est pour des parties relativement
condensée, on va dire, de 60 minutes. Donc environ 1 heure la partie. C'est disponible en anglais, mais malheureusement pas en français pour le coup, même si on verra si potentiellement on aura droit à une version traduite fan-made, peut-être par Anthony lui-même d'ailleurs, pour une VF potentielle. On verra bien. Quoi qu'il en soit, Taiwan Night Market, on vous propose d'aller participer à différentes enchères pour aller enrichir encore plus ce fameux marché nocturne de Taïwan, alors que je vois ici qu'il y a du japonais aussi, takoyaki. C'est une spécialité d'Osaka d'ailleurs. Osaka, venez à Osaka, n'allez pas à Tokyo. Tokyo c'est nul. Enfin non, c'est pas nul, il y a des trucs à faire à Tokyo. Mais je préfère quand même Osaka, même si Osaka, visuellement, c'est pas foufou. Mais c'est à côté de Kyoto, c'est à côté de Kobe, et l'ambiance est plus sympatoche, je trouve. Mais bon, ça n'a aucun rapport. D'ailleurs, takoyaki, c'est en japonais alors que ça vient de Taïwan. Taïwan est une ancienne colonie japonaise, mais contrairement à la France et ses anciennes colonies, on a plutôt des bonnes relations entre le Japon et Taïwan. Donc Taïwan apprécie pas mal la culture japonaise, et l'inverse aussi vrai, il y a pas mal d'échanges à ce niveau-là. Ensuite, rapidement, qui était dans la boîte, on a donc le plateau principal du marché nocturne de Taïwan. Ensuite, on a des cartes de bidding, donc des cartes d'enchères, puisque oui, c'est un jeu où on aura beaucoup d'enchères. On va placer des cartes d'enchères sur tel ou tel emplacement du marché. On va choisir d'enchérir plus ou moins haut sur la carte en question pour ensuite obtenir l'autorisation d'aller construire des nouvelles échoppes, qui nous permettront d'aller servir différents clients. On voit les tuiles de clients ici, parfois secrets, parfois, disons, révélés à tous. Et on a donc différentes phases de jeu telles que la préparation, l'enchère, le business, donc le commerce disons, et ensuite le clean-up, donc voilà, ranger les différents éléments de jeu qui ne seront plus nécessaires d'un tour à l'autre par exemple, et on va chercher à gagner un maximum de points en fin de partie. Relativement classique de ce point de vue là, mais c'est plutôt sympatoche, et encore une fois, je le rappelle, la direction artistique qui est plutôt quand même très charmante, on le voit, c'est très choupi. Alors c'est pas des humains pour le coup, c'est plutôt des animaux anthropomorphes on va dire, mais c'est plutôt charmant, je trouve que ça se prête plutôt bien au thème, et globalement, c'est mignon, c'est choupi, ça peut presque rappeler un petit peu une ambiance un petit peu à la Ghibli, qui se colle plutôt bien au thème, je trouve, c'est plutôt charmant. A vous de voir si ça peut vous tenter. Sachez que le Tabletop Simulator est disponible pour vous faire une première impression éventuellement, et que les règles sont disponibles également un peu plus haut en anglais, voilà c'était ici, mais pas en français, donc pour l'instant en tout cas. Les Pledge Devils, alors c'est pas compliqué, il n'y en a qu'un, il y en a un deuxième en réalité, mais c'est pour avoir 2 copies du même jeu. Mais en gros, il y a un pledge qui coûte 42 $ pour avoir donc Taiwan Night Market en version KS, donc le jeu de base, plus une sorte de micro-extension dont vous voyez les composants ici, qui vient pas rajouter beaucoup de matière au demeurant. Ensuite, en add-on, on peut aussi prendre des porte-clés, pour ceux que ça intéresse éventuellement. Et ensuite, on va pouvoir passer maintenant aux frais de port qui se trouvent ici. Les frais de port, est-ce qu'il y a un truc sur la TVA? A priori, non, je vois rien concernant la TVA, peut-être plus bas. Ouais, beware of the VAT, donc attention à la VAT, à la fameuse TVA. Ah, et en réalité, c'est un peu la même chose que pour beaucoup de petits éditeurs japonais ou enfin asiatiques de manière générale. Ils sont pas en mesure pour l'instant de savoir si vous devrez payer la TVA ou non. Ça dépend du nombre de backers qui viennent de la zone en question. Donc c'est toujours un petit peu à double tranchant, un petit peu piégeux pour les éditeurs asiatiques de savoir s'ils auront suffisamment de backers pour avoir un friendly shipping, notamment, c'est un peu complexe. Donc pour le shipping en l'état, pour la zone Asie avec le Japon, c'est 16 $ pour la boîte de base, bien sûr. Ensuite, pour notre pote Axel d'Expat Meeple qui est en Indonésie, je ne te trouve nulle part, ma foi. Donc apparemment, l'Indonésie n'existe plus, désolé. Ensuite, Canada, 24 $. Et puis pour ce qui est de l'Europe, en gros, ça dépend des pays apparemment. Hein. Pour la France, 23, pour la Belgique, 29. Pour la Suisse, elle n'existe pas non plus, j'ai l'impression. Par contre, attention, vous pourrez aussi retirer votre copie du jeu au salon de Essen pour 10 $. Donc il y aura quand même des frais de port, ce ne sera pas gratuit, sauf si vous prenez 2 copies. Donc voilà pour ce qui est de Taiwan Night Market, un jeu qui a l'air d'être assez sympatoche, très mignon sur le principe, visuellement parlant, ça présente plutôt bien. Même si ça n'a pas l'air de révolutionner quoi que ce soit, ça va certainement pas être un jeu du futur top 100 BGG, mais ça va être relativement agréable. À vous de voir, il reste 28 jours avant la fin de la campagne, 137 contributeurs pour l'instant. Et on reste dans la zone géographique Asie avec un jeu qui nous vient cette fois-ci de Hong Kong et d'un éditeur un peu plus connu cette fois-ci. Il s'agit de Icemakes, dont c'est le 7e projet sur Kickstarter. Ce petit éditeur hongkongais a su se faire un nom ces dernières années sur Kickstarter, notamment avec des petits projets en termes de taille de boîte, notamment Age of Civilization qui avait fait un gros succès à l'époque, même s'il a eu pas mal de difficultés ensuite pour atteindre les backers dans les différentes versions supposément disponibles en début de campagne. Il avait fait 10 000 contributeurs à l'époque, après avoir fait une campagne bien plus
plus anecdotique pour Samurai Vassal avec 271 contributeurs à l'époque. Puis Ayla and Something Shiny qui avait fait une très belle campagne aussi avec 3500 contributeurs. Age of Galaxy, donc le successeur de Age of Civilization qui avait fait 3400. Bon, ils avaient pris du plomb dans l'aile parce que bon, la campagne de Age of Civ c'était pas forcément passé pour le mieux. Ensuite Morpho qui avait rajouté encore un petit peu de ce sentiment de déclin avec moins de 1000 contributeurs. Et là ils reviennent avec un projet vraiment ambitieux qui s'intitule Terrorscape, qui pour l'instant du coup se porte bien mieux. On est déjà à près de 2000 contributeurs avec un jeu qui encore une fois propose une version francophone durant la campagne, et une campagne super longue puisque vous le voyez, il reste 43 jours avant la fin de la campagne. Ils ont déjà engrangé 250 000 €, donc on est déjà quand même sur un beau succès comparativement, puisqu'on est déjà au-dessus largement de Morpho. On devrait dépasser à mon avis Age of Galaxy et Ayla and Something Shiny, sans forcément pouvoir atteindre à mon avis le succès énorme de Age of Civilization à l'époque. Donc Terrorscape, comme son nom l'indique, avec terreur, bien sûr il s'agit d'un jeu d'horreur où l'on va chercher à fuir différents types de tueurs en série avec nos différents personnages légèrement asymétriques bien évidemment. On va chercher donc à s'échapper, à surtout survivre autant que faire se peut en travaillant tous ensemble face à un seul joueur adverse. Donc en gros c'est un contre tous, un joueur va incarner justement un serial killer d'un type donné, disons, et les autres joueurs vont incarner les différents personnages qui chercheront à lui échapper sur ce format de jeu assez classique. Ces dernières années, on en a vu plusieurs dans ce registre-là de mouvements cachés, de mouvements dissimulés. On en avait vu un qui avait fait un gros succès à l'époque sur Kickstarter il y a 1 an et demi de ça environ, qui s'appelait Beast, qui devrait parvenir aux backers très prochainement, parce qu'on parle beaucoup sur BGG ces dernières semaines. On en avait eu un autre aussi l'année dernière, avec une très belle direction artistique, mais dont j'ai oublié le titre. Bref, aucune importance, mais bref, pas mal de jeux qui proposent cette expérience de 1 contre tous, avec une sorte de serial killer qui vous course, qui vous poursuit, et qui cherche à vous étriper en gros quoi. Et pour l'instant ça marche pas mal, ça surfe sur cette vague de popularité de jeux de 1 contre tous avec mouvement caché, avec un certain succès, d'autant plus que c'est un jeu qui, encore une fois, même s'il rentre dans cette catégorie du mouvement caché avec du matos assez imposant, mais malgré tout, on voit qu'il y a des miniatures notamment, mais en respectant quand même l'aspect plus minimaliste, toute proportion gardée, des jeux de Ice Makes en règle générale, dans le sens où c'est un jeu qui est très court. Vous le voyez, 30 à 45 minutes la partie, pour des gens de 14 ans et plus, parce que la thématique est ce qu'elle est, et puis pour un nombre de joueurs qui se situe aux alentours de 2 à 4 joueurs, donc c'est pas super large en termes de fourchette de jeu, mais vous pouvez jouer en 1 contre 1, ou en 1 contre 2, ou en 1 contre 3, quoi, en gros. Et donc c'est un jeu qui a des miniatures, je me demande si c'est d'ailleurs pas la première fois qu'il y a des miniatures dans les jeux Ice Make, ça vérifier, j'ai pas checké avant. Et donc pour rappel, la version francophone est disponible durant la campagne. Vous avez déjà un tout petit aperçu des différents serial killers ici avec le spectre, le meurtrier ou le boucher, qui auront donc chacun leur propre spécificité, leurs propres compétences asymétriques pour vous courser et vous faire la peau. Et puis on aura aussi les différents personnages que vous pourrez contrôler qui sont un peu visibles derrière, qui eux aussi auront leurs propres compétences et qui auront à cœur de travailler ensemble pour mieux s'échapper des griffes de ce serial killer sanguinaire. Ensuite, continuons un petit peu. Alors on parle d'une notion d'immersion super importante dans le jeu apparemment, avec différents types de styles de jeu, puisque chacun des boss présents dans le jeu vous propose un gameplay un petit peu différent. Ensuite, grosse présence sur table, puisque on l'a vu, c'est vrai que je ne l'ai pas encore mentionné, on a une espèce de gros manoir qui sera présent dans le jeu, donc en termes d'immersion c'est vrai que ça présente pas mal. Après, bon là on le voit de face, mais c'est vrai que quand on est dessus sur la table c'est peut-être un petit peu moins classe que ça, je sais pas quel aspect ça peut avoir, mais en tout cas ça présente plutôt bien sur la table, c'est plutôt sympa. Ensuite, on voit ici un petit aperçu des différents tueurs que vous pourrez incarner, si c'est votre choix d'incarner le tueur, avec ici le boucher, qui aura une grosse puissance de frappe apparemment. On aura aussi la spectre apparemment, qui elle aura des cris hyper stridents qui seront en mesure de vous percer les tympans, quoi, en gros, et qui se nourrira de la peur qu'elle générera chez vos personnages. Et puis on a le meurtrier qui est un peu plus en entre-deux, qui sera plus stealthy, donc plus dans le... comment dirais-je, dans l'infiltration, dans la discrétion, et qui viendra vous prendre par derrière sans que vous ne vous y attendiez.
Ensuite, on a aussi des extensions. Alors, elles ne sont pas présentées directement en haut de la campagne, mais il y aura tout un tas d'extensions. Je crois qu'il y en a 3 si mes souvenirs sont bons, qui vous proposeront encore plus de boss à aller incarner si vous êtes le boss, tel qu'un loup-garou ici par exemple, ou encore une chasseresse qui pose des pièges notamment. On a une deuxième extension ici avec une sorte de un truc entre mi-chemin entre Alien et le gros monstre que l'on voit dans Stranger Things, dont j'ai oublié le nom. Donc le Unidentified, donc ça fait vraiment penser à Stranger Things pour le coup. The Strangler, là encore très clairement inspiration Donjons et Dragons et puis aussi Stranger Things pour le coup. Et donc chacun de ces boss auront aussi bien sûr leurs propres compétences asymétriques, leur propre profil de jeu on va dire. Et puis troisième extension avec ici par exemple les Cursed Statues, donc les statues maudites qui elles aussi auront bien sûr leurs propres compétences asymétriques. Pareil pour les survivants avec donc les différents personnages que l'on pourra incarner, donc comme Anna, William l'athlète, hein, le Jog, le Chad comme on pourrait dire, l'étudiante, Marco Carven qui lui est un docteur, Johnson Nispel qui est un ingénieur, Sophia Scott qui est une détective, et puis grâce à l'extension numéro 3, on aura aussi George Carpenter qui est un professeur apparemment, donc tout autant de personnages qui eux aussi donc auront leur propre spécificité de gameplay. Ensuite la prince sur table, avec le manoir également les différentes pièces qui le composent. La cabine, c'est pas une cabine en français, c'est une sorte de cabane on va dire, de cabanon qui sera disponible dans l'extension numéro 1. Dans l'extension numéro 2 on aura aussi un laboratoire en plus, et dans l'extension numéro 3 on aura aussi carrément un château. Ensuite, qu'est-il dans la boîte de base? Alors vous le voyez ici pour le contenu, avec également les partenaires de localisation. Malheureusement on n'a pas de partenaire de localisation pour le français. On aura bien une version française disponible, mais qui sera l'œuvre, j'imagine, de Icemex eux-mêmes, ou peut-être d'une fan-made, je sais pas trop bien. Par contre, pour l'italien, l'allemand et le polonais, déjà, on a des éditeurs locaux qui s'en occuperont. Donc on peut espérer qu'à terme, ce sera le cas aussi pour le français, on verra bien. Ensuite, le manoir à aller monter, ensuite le plateau de jeu pour l'assassin, disons, et ensuite tout un tas de miniatures, donc les miniatures pour les assassins, les miniatures pour les survivants, sachant que pour les assassins, elles sont en 2 exemplaires, une pour le plateau secret du killer, et puis une pour le plateau commun à tous les joueurs, j'imagine. Ensuite, les plateaux des assassins, justement, le plateau également des survivants, les inserts en plastique, alors c'est pas de la qualité de Game Trace, mais c'est quand même présent, et ça facilite le rangement et l'installation. Ensuite, les dés gravés, on va dire, sculptés, on pourrait presque dire, avec un petit effet marbré, plutôt du plus bel effet. Ensuite, tout un tas de cartes, bien évidemment, de compétences, etc. pour les personnages comme pour les meurtriers, ainsi que les cartes d'items que vous pourrez aller choper de ci, de là, pour aller faciliter un petit peu votre évasion, on va dire. Tout un tas de pistes, de tokens en tout genre, etc. etc. Ensuite, pareil, hein, dans l'extension numéro 1, Feral Instincts, qu'y a-t-il? Donc nouvelle, comment dirais-je, miniature, nouveau plateau, nouvelle carte bien évidemment, et il en va de même pour chacune des extensions derrière, avec l'extension Amorphous Peril, qui est donc plutôt inspirée par Stranger Things et Donjons et Dragons par exemple, avec encore une fois les miniatures, les cartes qui vont avec, etc. etc. Et même chose donc pour la dernière, Lethal Immortals, avec les statues que vous voyez ici, et le nouveau personnage qui est donc George Carpenter par exemple, peut-être une sorte de petit hommage à Carpenter, le réalisateur de cinéma. Ensuite, on a aussi la Collector's Big Box qui pourra donc contenir la totalité de ce qui est sorti dans cette campagne, donc avec les 3 extensions, dans une grosse boîte globale, collective, avec aussi des tapis de néoprène pour remplacer les plateaux de joueurs. Donc on est sur un gros pledge deluxe qui va certainement coûter assez cher vu le nombre de tapis de néoprène. Ensuite, justement, si on parlait un peu plus des prix, parce que je ne les ai pas encore vus ma foi, est-ce que je peux vous les trouver ou est-ce qu'il faudra directement passer par la barre qui se trouve sur la droite? J'essaye de vous trouver ça, mais je crois pas les avoir vus, donc on va peut-être devoir passer par la droite, effectivement. Alors sachez qu'il y a aussi une vidéo en français, hein. Ici c'est la Société des Jeux qui propose une vidéo du jeu, et puis on a aussi une vidéo qui a été réalisée par Nyx, mais qui n'a pas été publiée parce que visiblement elle n'était pas suffisamment dithyrambique pour le créateur pour pouvoir le publier sur la page. Alors on en est arrivé au niveau de pledge. Le premier vous le voyez ici, donc Terrascape, le base game, hein, le jeu de base, pour 75 $, autrement dit 69 € en l'état du taux de change actuel, on va dire. Ensuite on a le gameplay all-in, donc pour avoir toutes les extensions que j'ai présentées préalablement, pour 129 € ou 139 $ comme vous le voulez, pour la version française encore une fois, hein, je le rappelle, avec donc les 3 extensions que j'ai mentionnées préalablement, je me répète beaucoup aujourd'hui. Et puis ensuite on a la fameuse Deluxe all-in que j'ai vue tout à l'heure, donc avec les tapis de néoprène, donc la grosse deluxification, avec la grosse boîte qui peut contenir la totalité du jeu et de ses extensions, le tout pour 229 €, donc ça va quand même coûter assez cher
Crunchyroll, et je pense que du coup, en cela, c'est vraiment, de tout point de vue, le projet le plus ambitieux à ce jour de l'éditeur hongkongais. Est-ce que ce sera forcément le jeu de la meilleure qualité de ceux qui sont sortis jusqu'à maintenant? Ça, c'est complètement autre chose, c'est pas du tout garanti, et c'est vrai que cette prise d'opposition de l'éditeur de ne pas publier une vidéo d'un créateur de contenu pour la simple raison qu'elle n'est pas suffisamment dithyrambique ou qu'elle a émis peut-être certaines critiques, ce qui est le devoir d'une critique, d'une review, puisqu'en français ce serait plutôt une critique, du coup c'est quand même un petit peu dommage. Donc ça va être un projet ambitieux, ça a l'air très sympa sur le papier. Là-dessus, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que presque censurer un créateur de contenu parce qu'il a mentionné quelques petits trucs qui lui ont moins plu, ça c'est quand même un petit peu moyen bof comme approche. Mais bon, ensuite vous pouvez aussi prendre les extensions bien sûr à l'unité, si vous voulez faire un petit pledge à la carte on va dire, avec des extensions à 25$ pièce, plus les tapis de néoprène pour 18$ pièce là aussi pour chacun des tapis en question. Ensuite on a aussi un Deluxe Token Pack, donc pour les packs pour aller ajouter un peu plus d'immersion avec des tokens un peu deluxifiés, avec une version un peu standees qui ressort un peu plus sur la map pour 14$. Un artbook pour 18$, bon je suis pas sûr que ce soit très nécessaire pour ce jeu là mais bon pourquoi pas après tout. Les tokens Deluxe également pour 12$, et puis la Big Box pour contenir la totalité du jeu pour 18$. Mais bon, si vous prenez la Big Box mais pas toutes les extensions, c'est pas très intéressant, donc auquel cas si vous la Collector's Big Box, autant prendre la totale quoi, ça me semble plus logique. Ensuite, pour ce qui est des frais de port, on va aller voir ça brièvement ensemble, sachant que le jeu devrait théoriquement être livré vers la fin d'année. La livraison commence en octobre-novembre, mais devrait se terminer du coup j'imagine en décembre, janvier peut-être. Et donc le shipping, disais-je, pour le Canada, ça dépend du niveau de pledge que vous allez choisir, bien sûr, 19, 24, 36$. Pour l'Europe, c'est décomposé en 2 zones. Est-ce que je peux vous les trouver, bien sûr, parce que ça va être un petit peu compliqué sinon. Alors l'Europe, c'est ici, voilà. Zone 1, on a donc la France, non même pas, c'est la Belgique et la France dans la zone 2. Donc Belgique, France, zone 2, ainsi que la Suisse également. Donc voilà, pour toute la francophonie, c'est la zone 2. Donc c'est du 29, 36, 47. C'est pas donné, mais encore une fois, c'est un jeu, c'est certainement le plus gros jeu en termes de taille de l'éditeur à ce jour, donc ça peut s'expliquer en cela aussi. Mais ceci dit, pour une fois, le Canada a des frais de port bien moindres que ceux de l'Europe, et ça c'est assez rare, donc c'est à souligner. Et pour nous qui sommes en Asie, j'imagine qu'on est dans la zone 2, en tout cas c'est généralement le cas, donc oui, Japon, c'est ça. Donc Singapour aussi, éventuellement pour Axel, si tu nous regardes, 29, 36, 47 de frais de port pour notre zone à nous. Et pour ce qui est de la TVA, elle sera ajoutée dans le Pledge Manager, donc ça fera quelques petits bifetons supplémentaires à sortir suite à la campagne. Voilà pour ce qui est de Terrascape, le projet le plus ambitieux à ce jour, en termes de matos en tout cas, pour l'éditeur IceMakes qui vient de Hong Kong, même si, encore une fois, ce petit procédé de censure de la vidéo de Nyx est un petit peu discutable, mais bon, après tout, c'est pas forcément, ça reste une critique subjective, effectivement, peut-être que leur critique envers la critique de Nyx était justifiée, après tout, je n'ai pas joué le jeu, donc, enfin, je n'ai pas joué au jeu, donc je ne serai pas en mesure de vous le dire, mais bon, par acquis de conscience, je vous encouragerai plutôt à aller voir ce qu'il en dit malgré tout, parce que généralement il fait quand même du très bon boulot et ça mérite d'être regardé. Voilà donc pour Terrascape, 43 jours avant la fin de la campagne, 1841 contributeurs et 250 000 € d'enrangés. On entame maintenant la toute dernière partie de ce menu crowdfunding, à savoir le dessert. Il y en aura 2 cette semaine, à commencer par Zombicide qui revient encore pour la énième fois sur Kickstarter. Zombicide White Death, cette fois-ci, la suite de cette série inspirée par l'univers médiéval qu'ils ont créé il y a déjà quelques années. Je crois que c'est le 3e ou le 4e épisode dans cette série. Et cette fois-ci, comme le titre vous l'indique, White Death, ça va se passer dans l'hiver, dans le blizzard, on va dire même. 954 000 € déjà d'engrangés, on est à 2 doigts du million d'euros qu'ils vont dépasser allègrement comme d'habitude. On est quand même sur Simon, donc un éditeur qui dépasse carrément à chaque fois, je pense, quasiment à chaque fois, le million de dollars, il n'y a aucun souci à se faire pour eux. 10 455 contributeurs à 18 jours avant la fin de la campagne, on va encore une fois, aller chercher 20-25 000 contributeurs pour ce nouveau projet. On le voit ici, 20 000, 21 000, un petit peu moins pour Dune et Cyberpunk qui avaient eu des petits soucis en termes de communication sur les frais de port notamment, 29 000 pour Marvel Zombies, 8 000 c'était un peu moins pour Masters of the Universe
Survivors, qui est une licence peut-être un petit peu importeuse aussi, 25 000, 21 000, bref, en gros, sur une moyenne de 20 000 contributeurs, sauf exception. Et donc, ils reviennent avec l'une de leurs séries phares, hein, celle qui a vraiment fait la réputation quasiment de cet éditeur, avec donc White Death, une nouvelle mouture, un nouvel opus dans la série des zombicides, avec donc cette fois-ci encore plus de nouveaux personnages, de nouveaux zombies, encore plus de persos asymétriques. On reste sur du gros Ameritrash avec des figurines partout et des dés à brasser, en voulez-vous, en voilà. C'est toujours pour 1 à 6 joueurs en coopération pour 14 ans et plus, et pour des parties relativement courtes d'environ 1 heure. Et cette fois-ci, vous allez donc chercher, après Black Plague et après Green Horde, les 2 précédents épisodes, à vaincre une horde de zombies qui assaillent la forteresse de Wintergrad dans cet univers médiéval, et vous aurez donc à cœur de protéger, de défendre cette fameuse forteresse de Wintergrad face aux hordes de zombies qui sont emmenés par une sorte de nécromancien ainsi qu'un sorte de monstre qui a été corrompu par la magie du nécromancien, si j'ai bien compris. D'ailleurs, au passage, regardez éventuellement la bande-annonce. Je parle très rarement des bandes-annonces de pages de Kickstarter parce que je les regarde pas toutes déjà, parce que ça prend du temps, mine de rien. Mais pour le coup, regardez celle de Zombicide. Je suis pas un grand fan de la série, d'ailleurs j'y connais rien, j'ai jamais joué à Zombicide, mais regardez pour le coup parce que ça vaut vraiment le coup. Il y avait vraiment une bande originale, si je puis dire, de la bande-annonce qui est vraiment très classe, du bon gros métal de Lacuna Coil à mon avis, puisque, enfin, je vous dis ça, je ne suis pas un grand connaisseur de Lacuna Coil, ce groupe de métal italien, mais ils sont intégrés dans une extension, si je me souviens bien, du jeu en tant que personnage jouable, donc à mon avis ça doit être eux. Quoi qu'il en soit, qu'y a-t-il de nouveau dans ce nouvel épisode de Zombicide, donc White Death? Et bien sûr, il y aura de nouveaux personnages contrôlables, bien évidemment, avec leur propre spécificité asymétrique. On aura aussi maintenant des murs qui nous permettront de défendre notre forteresse. Bien sûr, c'est une forteresse, donc il y a du relief, il y a différents niveaux. On parle sur du vertical, bien évidemment, ici, hein, et donc vous pourrez aussi faire tomber, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais comment ça, ce liquide extrêmement brûlant sur les zombies. J'ai oublié comment ça s'appelle en français, c'est pas dans les machicoulis, c'est de là où on fait tomber le liquide en question. J'ai oublié le nom du liquide, aucune importance, mais bref, vous pourrez faire tomber des marmites de ce liquide brûlant sur les zombies pour les mettre à mal, bien évidemment. Vous pourrez bien évidemment, comme toujours, faire évoluer vos personnages, leur donner des nouveaux items, etc. Vous avez aussi des armes de mêlée à distance, telles que des lances ou des hallebardes, qui vous permettent de faire du combat au corps à corps, mais tout en gardant une certaine allonge pour éviter véritablement le corps à corps en réalité. Ensuite, on a des attaques de gel, bien évidemment, du fait du climat qui régit la zone en question. On aura aussi des zones de ruines qui seront forcément plus impactantes que les zones normales. Il y aura certainement des critères un petit peu différents à prendre en compte lorsqu'on y évolue. Et ensuite, on aura aussi un petit token de corruption. Enfin, c'est pas un token de corruption à proprement parler, c'est plutôt un totem qu'il faudra absolument protéger de la corruption, sinon tout espoir est perdu en gros. Le pledge de base, vous le voyez ici, c'est le Frozen Fortress Pledge, donc le pledge de la forteresse gelée pour 110$, et elle inclut 6 personnages jouables, et vous vous en doutez, il y aura aussi toute une masse de stretch goals ajoutant de nouveaux personnages. C'est comme ça que procède Simon avec quasiment toutes ses campagnes en règle générale. Ils vous mettent peu de personnages jouables d'entrée, et ensuite il doit être une multitude d'autres personnages jouables et également d'adversaires dans les stretch goals, certains étant exclusifs à la campagne Kickstarter et d'autres l'étant pas. Pour le coup, les 6 survivants seront donc Ogon, Yasuke, Sarnai, Dragomir, Lorna et Genia. Ensuite on aura d'autres gardes qui seront aussi vos alliés, donc qui seront un petit peu de la chair à canon mais qui vous seront fort utiles. Et ensuite on a donc tout un tas de zombies, un nombre de 65 avec différents types de zombies, y compris certains plus puissants que d'autres, le nécromancien que vous voyez ici, et l'abomination Khan, qui sera apparemment inarrêtable, qui sera un petit peu le gros boss, même si en fait la tête pensante derrière cette opération, c'est le nécromancien, mais le personnage vraiment inarrêtable, instoppable, c'est apparemment le Khan. Ensuite les composants avec les cartes de personnages, les cartes de zombies, etc. Tout un tas de tokens dans tous les sens. Les dashboards, donc les plateaux plastiques sur lesquels vont reposer vos éléments de joueurs uniques. Donc ça aussi, très belle qualité de production, comme toujours avec Simon, en règle générale, c'est du bon boulot en termes de production et de miniatures notamment. Et donc, c'est même pas dans une extension, c'est directement dans cette campagne que l'on peut avoir donc l'extension Lacuna Coil, donc le fameux groupe de métal italien qui sera représenté dans le jeu avec, j'imagine, donc, oui, c'est ça, Survivors, donc eux aussi, des personnages jouables. Donc si vous êtes connaisseur et que vous appréciez le groupe italien, ça peut être assez fun de prendre contrôle des personnages qui le composent.
Ensuite, les stretch goals avec donc tous ces personnages exclusifs à Kickstarter, on le voit ici. J'ai l'impression que tous sont exclusifs à Kickstarter pour le coup. Donc tout à l'heure j'ai dit une petite bêtise en disant que certains l'étaient et certains ne l'étaient pas. Apparemment ils sont tous exclusifs à Kickstarter, donc ça vous propose une masse de contenu supplémentaire. Par exemple Huangai, Maeda Matsu, Artema, Suchu, qu'est-ce qu'il y a encore, Byakumaru, etc. Plein de nouveaux personnages jouables grâce à ces stretch goals, y compris Suzuka Gozen. Alors pourquoi elle a une couleur différente? Est-ce que c'est parce que c'est un stretch goal qui n'est pas encore atteint, ou est-ce que c'est un personnage un peu particulier? Là-dessus je ne pourrais pas vous le dire. Pareil, il y a aussi d'autres zombies qui seront ajoutés également, comme par exemple Chimimolio, un personnage du créateur du bestiaire mythique japonais, on va dire, ainsi que Amaterasu, qui est assez bizarre d'ailleurs parce que elle fait partie des zombies, donc des méchants, on va dire, alors que Amaterasu c'est la déesse du soleil dans la religion Shinto au Japon, donc c'est bizarre de la trouver parmi les ennemis, les méchants, mais bon, pourquoi pas après tout. Le Tengu, etc., etc. Donc pas mal de matériel en plus via les stretch goals, que ce soit du bon côté ou du mauvais côté de la forteresse. Et puis ensuite, vous avez ici le livret de règles, malheureusement disponible uniquement en anglais. Comme souvent avec Simon, pas de version francophone disponible durant la campagne, ce qui ne veut pas dire que vous pourrez pas y avoir accès suite à la campagne. Bien sûr que Simon, en règle générale, propose par la suite des localisations grâce à différents éditeurs à travers le monde. Donc j'imagine que White Death aura sa version francophone à terme, mais peut-être malheureusement pas avec tous ces exclusivités Kickstarter que l'on a vu précédemment. Ça, à voir, ça dépendra de la négociation entre Simon et les différents localisateurs, les différents éditeurs en charge des localisations. Ensuite, les optional buys, donc les add-ons. Qu'est-ce qu'on peut prendre en plus si jamais on veut enrichir encore plus le gameplay? On a donc ici l'extension Eternal Empire pour 45 $ qui vient ajouter 6 survivants supplémentaires ainsi que différents zombies ajouts également pour le côté des méchants, on va dire. Ensuite, les Daily Unlocks, ça c'est pour tout ce qui est stretch goals et révélations quotidiennes avec donc une masse de nouveaux personnages que l'on va venir ajouter au fur et à mesure de la campagne. Donc c'est vraiment le modus operandi habituel de Simon à travers toutes ces campagnes. Pour le shipping, d'abord, sachez que la TVA sera ajoutée dans le Pledge Manager, donc il faudra encore sortir quelques petits billets supplémentaires pour obtenir votre jeu lors du Pledge Manager. Et puis ensuite, le shipping, donc les frais de port. Comme vous le savez depuis déjà 4-5 projets environ, Simon, avec les frais de port récemment, s'est pété. Ils ont pété un câble, ils nous mettent des frais de port assez incroyablement élevés. Alors ça dépend, ça va plus ou moins en fonction des zones, mais vous allez voir, encore une fois, pour le hub européen, ça passe à peu près en fonction du pays où vous vivez. Mais par exemple, pour la majorité des pays de l'Union Européenne, ça va osciller entre 27 et 42 $ de frais de port. Si vous êtes par exemple au Liechtenstein ou en Suisse, ce sera plutôt 55 $, donc ça commence à coûter très cher. Ensuite, pour nos amis canadiens, éventuellement, vous êtes ici, Canada Hub, c'est 48 à 62 $ de frais de port. Et pour nous qui sommes au Japon, on doit être dans les Other Countries du Asia, j'imagine, donc entre 29 et 59 $ de frais de port. Mais nous, on n'a pas la TVA, ceci dit. Donc voilà pour ce qui est de Zombicide White Death, le nouvel épisode de cette célèbre série de l'éditeur américain qui fera encore une fois un énorme succès parce que c'est Zombicide, c'est une grosse licence qui marche très bien, avec apparemment en tout cas un gameplay toujours aussi efficace en coop pour 1 à 6 joueurs, pour des parties relativement courtes, donc relativement faciles à sortir, avec du très beau matos. Donc oui, c'est encore une fois un succès signé Simon, même si ça renouvelle pas grand chose à l'expérience de Zombicide, en tout cas de ce que j'ai pu en voir et en comprendre, parce qu'encore une fois, je n'ai jamais joué à un épisode de Zombicide. Donc pour l'instant, voilà 10 500 contributeurs, 950 000 € d'engrangés, 18 jours avant la fin de la campagne. En serez-vous ou non? Juste par curiosité, on va voir l'onglet communauté pour voir combien de Français se sont rués sur le projet. En l'état, 567 contributeurs français quand même, malgré l'absence de localisation en langue française pour l'instant en tout cas. Voilà donc pour ce qui est de Zombicide White Death. Et on termine cette semaine par le nouveau projet de Stan Kordonski de Half Kingdom Games, sa propre maison d'édition. Vous connaissez l'auteur pour un nombre de jeux assez conséquent, c'est notamment l'auteur derrière Rurik, Dawn of Kiev ou encore Endless Winter, Resurgence plus récemment, Dice Hospital et tout un tas d'autres jeux plutôt réputés et plutôt très appréciés du public de manière générale. Et donc il nous revient cette fois-ci avec sa propre maison d'édition, son deuxième projet personnel après, c'était Resurgence d'ailleurs,
d'ailleurs, dont j'ai fait l'acquisition récemment, que je n'ai pas encore pu tester, mais j'espère pouvoir le faire assez récemment, enfin assez récemment, ça veut rien dire, incessamment sous peu, c'est ce que je voulais dire, avec Xavier et d'autres amis. Il avait fait 2000 contributeurs à l'époque, Résurgence, donc sans faire un succès tonitruant comme il nous avait habitué à le faire chez d'autres éditeurs, pour le coup, ça avait quand même plutôt bien marché. Et donc là, il nous revient avec Nova Roma, donc dans cette Rome antique qui est ici dépeinte par The Miko, ou The Micho, comme on dit apparemment en langue anglophone, je l'ignorais jusqu'à présent. Donc vous le savez, hein, si vous suivez la chaîne depuis quelques temps déjà, Xavier comme moi-même d'ailleurs, on n'est pas grand fan du travail artistique de The Micho, après chacun ses goûts, hein, ça reste relativement subjectif, mais on n'est pas très fan, donc c'est vrai que c'est pas un truc qui nous attire particulièrement de notre côté, mais force est de constater que ça reste un illustrateur très populaire qui adjoint ses services à un auteur qui ne l'est pas moins. Donc deux personnages très populaires du monde du jeu de société depuis ces dernières années qui pondent donc ce nouvel ouvrage qu'est Nova Roma pour 1 à 4 joueurs pour des parties de 60 à 120 minutes. Et pour l'instant, c'est un semi-bid. Soyons honnêtes, hein, avec Kordonski aux manettes, The Miko au pinceau, 556 contributeurs après 5-6 jours de campagne. C'est pas terrible honnêtement. Et d'ailleurs vous le voyez, c'est pas encore financé en l'état. Bon, ça va l'être, il n'y a pas trop de soucis à se faire, on est à peu près à 30 000 € de financer sur un objectif de 38 200 € approximativement, donc ça va financer, il n'y aura pas de problème, ça va certainement faire plus de 1500, voire peut-être 2000 comme Résurgence d'ailleurs, contributeur d'ici la fin de la campagne, donc dans 19 jours, mais quand même, vu la réputation que se traîne, et c'est positif dans le cas présent, Kordonski ainsi que The Micho, donc les deux personnages derrière l'œuvre, bah on aurait pu quand même s'attendre à beaucoup mieux que ça. Au-delà de ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est pour 1 à 4 joueurs, pour 60 à 120 minutes la partie, c'est jeu en solo bien évidemment, et c'est pour du 14 ans et plus, et c'est un jeu qui en plus propose plein de mécanismes imbriqués les uns avec les autres, comme le fait si souvent et si bien en règle générale Stan Kordonski, comme il avait fait récemment donc, sur Endless Winter par exemple, ou sur Rurik de Novkiev, ou encore également sur Résurgence. Alors dans Nova Roma, donc, vous allez chercher à développer la ville de l'empereur Constantin pour simplement gagner en prestige auprès de l'empereur en question. Vous représentez différentes factions, différentes familles qui vont chercher à apporter leur contribution à l'édifice ou aux édifices qui vont venir agrémenter la ville de l'empereur Constantin. Et donc celui qui aura le mieux participé, eh bien l'emportera au final avec, donc vous le voyez au-delà, en bordure extérieure du plateau, une piste de points relativement conventionnelle à ce niveau-là. Alors qu'est-ce qu'on pourra y faire? On va le voir ça un peu plus bas, mais d'abord, on regarde un petit peu le prix, avec un petit prix, encore une fois, comme pour Résurgence, c'est pas exagéré, c'est des jeux qui, généralement, pour Half a Kingdom Games, sont relativement abordables. Ici, on parle d'un prix à 59 $ contre 70 le jour où il atteindra les boutiques, si c'est le cas, et ça devrait être le cas a priori. Donc 59 $ durant le Kickstarter, sachant que en plus, on le verra plus tard, mais les frais de port ont aussi été en partie absorbés par l'éditeur, donc c'est pas inintéressant d'aller chercher durant la campagne. Vous voyez ici également un petit aperçu des composants qui sont généralement pas exubérants mais plutôt classe malgré tout. On voit notamment les meeples avec le screen print dessus qui sont des upgrades alors qu'il n'y a pas de stretch goals. En fait, il a upgradé de facto les différents composants du jeu sans forcément les présenter comme étant des upgrades passant via des stretch goals. C'est directement upgradé quasiment à son maximum, on va dire, même s'il y a des trucs qui n'ont pas de screen print par exemple. Ensuite, on arrive au plateau. Vous voyez ici un gros plateau central, bien sûr, avec les différentes actions que l'on pourra les sélectionner, comme la construction, la navigation, puisqu'on pourra envoyer ses propres bateaux à travers le bassin méditerranéen pour récolter tout un tas de ressources et de récompenses en tout genre. Ensuite, on aura les édifices que l'on pourra aller construire dans la ville en question. On pourra recruter des spécialistes, des followers, comme on pourrait dire, des fidèles avec des compétences assez particulières qui nous permettront d'établir des actions plus coriaces, plus costaude au fil de la partie. Ensuite, on a aussi les plateaux de mosaïque. Je sais pas très bien à quoi ça sert. C'est pour les constructions, enfin pour les constructions, mais là pour le coup, je sais pas, je suis pas très au courant de ce à quoi ça sert. J'ai pas fouillé suffisamment la question. Les plateaux individuels, bien sûr. Alors là pour le coup, c'est pas double épaisseur, c'est relativement classique. Il y a pas grand chose à signaler à ce niveau-là. Ensuite, les différentes cartes et tokens qui vont venir peupler le jeu, avec par exemple les 36 followers que j'ai mentionné tout à l'heure, donc les fidèles, les personnages qui vont permettre d'établir des actions un peu plus puissantes que les actions
actions de base, les contrats de bâtiments avec une sorte de format Tetris, de tuiles à aller compléter avec différentes ressources pour compléter la construction et engranger les points qui y sont présentés. Ensuite, les contrats de fret, on va dire, hein, pour parler avec un vocabulaire un petit peu contemporain, donc de transport maritime. Ensuite, les récompenses de construction, les tuiles de l'empereur, bref, tout un tas de tokens et de tuiles en tout genre pour enrichir le gameplay de plein de petits mécanismes comme Cordonsky le fait assez souvent. Ensuite, continuons, vous avez aussi l'opportunité de mettre la main sur un grand tapis de néoprène remplaçant le plateau principal, le tout pour 20$, donc c'est pas non plus complètement pété, d'autant plus que je crois qu'il est stitch, ouais, donc il est cousu sur les rebords, donc ce qui en fait normalement un tapis un peu plus résistant. Alors ensuite on peut passer rapidement au gameplay avec d'abord bien sûr la présence de différentes phases de jeu, hein, ça c'est assez facile à imaginer bien évidemment, une première phase où l'on va placer l'empereur Constantin dans le forum, donc on va retourner une petite tuile de l'empereur et ça nous indiquera où on va le placer pour ce tour. Ensuite, vous avez un système un petit peu similaire à ce dont on avait parlé lorsque l'on avait présenté le projet de Pest il y a quelques mois dans le menu crowdfunding, à savoir une grille, vous placez votre ouvrier en gros au croisement de deux actions et vous allez faire les deux actions en question. Donc ça me rappelle pas mal ce système assez ingénieux qu'avaient trouvé les auteurs de Pest à l'origine. C'était peut-être pas d'ailleurs les seuls à l'avoir proposé, mais c'est un système assez intéressant que j'aimerais beaucoup tester un jour. J'ai encore jamais eu l'opportunité de le faire, mais c'est vrai que c'est un truc qui me plaît bien sur le papier en tout cas. Ensuite, tout un tas d'actions que l'on peut accomplir, telles que la construction de bâtiments au sein de la ville, comme je l'ai mentionné tout à l'heure avec ses formes un peu à la Tetris par exemple. Vous pourrez ensuite envoyer des bateaux naviguer dans le bassin méditerranéen pour aller livrer en fonction de certains contrats que vous aurez choisis au sein d'une sorte de marché du draft en gros. Ensuite, la gestion de ressources ainsi que l'ajout de certains spécialistes à notre faction, on va dire, à notre famille, qui nous permettront de faire des actions encore plus puissantes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un set apparemment de missions communes que l'on pourra chercher à compléter moyennant des récompenses bien évidemment. Et puis je crois que c'est à peu près tout. En gros j'ai fait à peu près le tour. Il y aura aussi de la gestion de ressources, etc. etc. Donc pas mal de ressources, enfin pas de ressources, excusez-moi, de mécanismes qui entrent en jeu ici, donc le placement d'ouvriers, la gestion de ressources, le draft un petit peu également, la course, puisqu'on a vu aussi qu'il y avait, quelque part il y avait un hippodrome où je crois qu'on pouvait participer à des courses, etc. La course au niveau du bassin méditerranéen, sur les contrats également j'imagine. Bref, tout un tas de mécanismes qui viennent s'imbriquer les uns aux autres et qui ont l'air d'être vraiment très sympatoches. Maintenant, pour ce qui est du prix, je le rappelle, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure, 59$ plus 20 éventuellement si vous prenez le tapis de néoprène. Et puis également donc 10$ qui sont absorbés par l'éditeur lui-même pour ce qui est du shipping, donc des frais de port. Ensuite, juste la TVA, est-ce qu'il y avait un truc là-dessus peut-être plus bas dans les shipping justement. La TVA sera ajoutée dans le Pledge Manager, donc attention, ça vous fera aussi un petit billet supplémentaire à sortir lorsque le Pledge Manager ouvrira ses portes. Pour ce qui est de l'Union Européenne, c'est 19$ la copie pour les frais de port, plus 5$ par copie supplémentaire, donc c'est aussi le moment ou l'opportunité de faire des pledges groupés pour amortir un petit peu sur les frais de port. Donc 19$ pour la France, pour la Belgique, pour le Luxembourg par exemple. Pour nos amis canadiens, c'est la même chose, 19$, ça change, parce que le Canada, généralement, ça prend assez cher au niveau des frais de port, donc là, pour le coup, c'est pas tellement le cas. Plus 5 par copie supplémentaire également. Et puis donc pour nous qui sommes au Japon, et pour le coup dans la même zone que la Suisse, eh ben les gars des hauts plateaux, pour une fois, on est dans le même bateau. Enfin, pas en question de fret, bien évidemment que ne sont pas dans les mêmes bateaux, mais vous aurez compris ce que je voulais dire, merde. La Suisse et le Japon, on est dans la même zone en termes de frais de port, ainsi que Singapour par exemple, hein. Donc 25$ de frais de port, et là par contre ça pique un petit peu, mais on n'a pas de TVA, donc bon, ça s'explique aussi par cela. En tout cas pour nous au Japon, je ne sais pas pour vous en Suisse. Donc 25$ plus 9 par copie supplémentaire, sachant que le maximum de copies supplémentaires c'est apparemment 3, puisque c'est limite de 4 copies maximales, donc la copie de base plus 3 maximum j'ai l'impression. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Nova Roma, le nouveau projet de Stan Kordonski avec la collaboration aux illustrations de The Miko, ou de Micho, vous dites ça comme vous voulez. Pour l'instant, sans aller jusqu'à dire que ça bide,
c'est relativement décevant en termes de résultats. J'imaginais un peu plus que ça comme début de campagne. Mais bon, on verra là où ça nous mène, où ça le mène d'ailleurs plus précisément. Ça devrait quand même financer sans trop de soucis, ça devrait chercher aux alentours de 1500, peut-être 2000 si les backers se réveillent un petit peu, si l'éditeur met en avant des raisons supplémentaires d'aller le backer par exemple. Mais c'est vrai qu'en l'état, pas de stretch goals, on n'a pas tellement aperçu d'exclusivité non plus, et on se dit que vu la popularité de l'auteur, il y a forte chance qu'on le retrouve en boutique à terme. Donc bon, c'est vrai que ça peut s'expliquer un petit peu par cette raison-là, parce qu'au final, c'est pas un jeu qui est très onéreux non plus. Voilà pour ce qui est donc de Nova Roma, 557 contributeurs pour l'instant, 30 000 € d'engrangés, 19 jours avant la fin de la campagne. Et en parlant de fin, c'est également la fin du menu crowdfunding de cette semaine, qui, je l'espère, n'aura pas été trop long. Je pense que cette fois-ci, je vais m'en tenir à un menu de moins d'1h30. En tout cas, c'est l'objectif, mais vous le savez, c'est l'objectif chaque semaine, et rares sont les semaines où je le respecte, cet objectif. Mais bon, cette semaine, j'ai un petit peu confiance quand même. On verra bien. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui encore. N'hésitez pas à liker la vidéo si ces informations vous ont semblé utiles et intéressantes. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment. C'est assez rare que je fasse ce petit laïus concernant les abonnements et les likes, mais de temps en temps, il faut le rappeler. D'ailleurs, vous avez été plus de 115 personnes, je crois, à avoir liké le menu crowdfunding de la semaine dernière. Alors c'est vrai qu'il était assez riche, mais 1150 vues, c'était la première fois que j'avais fait autant de vues sur un menu crowdfunding, donc merci beaucoup à tous. J'espère qu'on fera une bonne prestation sur celui-ci, même si le menu est un petit peu moins chargé, un peu moins intéressant que celui de la semaine dernière, mais quand même, soyez de plus en plus nombreux, ça me fait fort plaisir, bien évidemment. D'ici la prochaine vidéo, eh bien, je vous souhaite bien évidemment de vous porter pour le mieux, vous et votre famille, prenez soin de votre famille également. Jouez bien, et puis à la prochaine.